bonsoir à tous, tout d'abord, à des militants et séparatistes. Je redis mon bonheur d'être à La Réunion parmi vous. J'ai beaucoup d'amis à La Réunion, depuis quelques temps je viens relativement souvent, et toujours heureux de partager certaines choses que les uns et les autres on a d'une manière préférentielle et avec des échanges qu'on peut faire avec d'autres qui ont aussi des qualités d'une autre manière préférentielle. Et en fait, oui, professeur Pourchel. Oui. Et en fait, je vous remercie. Moi, je suis breton. Je vais me pencher sur la médecine védique. Je vais dire que ça, je le fais parce que j'ai une référence de poids, si je puis dire, et c'est absolument passionnant. Et on était là pour vous écouter 3 heures. Ou alors, je vous lance sur la médecine védique. Tiens, je serais plus compétent que moi. C'est oui, La Réunion. La Réunion, 28 novembre. Alors, ce qu'on va regarder, le thème que vous avez sur les dossiers ne correspond pas à ce que je vais vous communiquer ou échanger avec vous. Le thème de toutes ces journées, ces derniers temps, c'était œil et environnement. Alors, ce que je voulais montrer, c'est comment l'œil s'est adapté à l'environnement depuis le début du début, et comment on a toujours une adaptation à l'environnement à l'heure actuelle. Tu peux remettre la clé ailleurs si tu veux. À l'heure actuelle. Alors il faut penser, il faut imaginer que le début du début, pour l'être humain que nous sommes, était une amibe dans de l'eau, et simplement sur cette amibe, dans de l'eau, la Terre avait été créée, il y avait sur le cytoplasme un petit pigment, et c'était la rhodopsine. Et la rhodopsine était sensible à la lumière, et finalement, l'animal s'est transformé en poisson. Le poisson, à un moment donné, s'est transformé en poisson marchand. C'est la proprioception qui lui a fait regagner la Terre. Il s'est transformé avec la proprioception en équilibre avec le vestibule de la colonne vertébrale. Et enfin, nous, les professionnels de la vision, on se croit les meilleurs, nous, les professionnels de la vision, la vue est arrivée, la cognition est arrivée, et l'animal a vu. Voilà, c'est ce que dit Yves Coppens. C'est pour ça qu'on se sent supérieur aux autres. Et qui dit la vue et la cognition, dit l'adaptabilité immédiate à l'environnement. Et la première adaptation de l'animal à l'environnement a été, bien entendu, la première chose, c'est pour saluer le soleil. Le soleil et la lumière, pour lui, c'était une interface de bénédiction de lumière, il pouvait circuler. Et il pouvait surtout chasser, c'était la deuxième chose. La troisième chose qu'il faisait, une fois qu'il avait vu le soleil, qu'il respectait comme un dieu, c'était qu'il pouvait chasser, c'était de pouvoir manger et d'aller voir les autres. C'était un rapport social. Et finalement, tout s'est déroulé comme ça. Alors, pour voir pourquoi ça a été la vision, l'œil, qui a été préférentiellement choisi pour le développement de l'animal et de l'être humain, on s'est aperçu que ce qui était fondamental pour cet être qui était nouveau, nouvellement formé, était le fait qu'il ait des yeux. Et donc cet être s'est développé avec une facilité de pénétration de cette lumière à l'intérieur d'un orifice qui était finalement l'œil. Parce que l'œil a beau être un organe, c'est l'orifice de la pénétration de la lumière du spectre électromagnétique à l'intérieur de l'œil, donc par la rétine et le nerf optique, avec une analyse au niveau cérébral. Et comment quelqu'un qui est un ophtalmologiste, un professionnel de la vision, peut passer finalement du suivi des pilotes de chasse, de la magnifique conquête spatiale avec les spationautes, et puis arriver à finalement une autre catégorie de voyance qui est la malvoyance, alors que de l'autre côté, c'était la bienvoyance. Là, c'est quand ça ne va pas bien. Alors ça on vient de le voir. Hein. Alors, ce que je voulais mettre sur cette diapositive, c'est le fait que l'animal s'est levé, etc., etc., etc. Et on est arrivé actuellement à quelque chose qui est un peu troublant
et dont on ne connaît pas l'avenir. Le fait que jusqu'à présent, nos yeux servaient d'interface avec l'environnement extérieur. Nos yeux servaient à communiquer. Et brutalement, on s'est transformé en, quelque part, voulant être Dieu, pour transformer la capacité de la vision, pour que cette vision soit la plus pertinente possible. Et là, on revient effectivement à cette médecine qui vient d'être décrite. Qu'est-ce qu'on entend par la vision? Et qu'est-ce que nous donne cette pertinence de la vision? Quelle vision avons-nous besoin? Et aujourd'hui, la vision évolue d'une manière particulière, en particulier, enfin, notamment chez les jeunes, avec tous ces objets connectés, où les gamins sont depuis l'enfance, à 2 ou 3 ans à peine, ils sont sur les iPhones, sur les télés, etc. Ils savent mieux faire que moi. Et c'est impressionnant, mais ils sont focalisés sur quelque chose, avec des impressions et des contacts qui sont très spécifiques et qui sont relativement réduits par rapport à effectivement tout le monde qui est autour. Et alors, on arrive, et on va le voir, on se dirige tout doucement, maintenant, vers la vision artificielle que l'on pratique, vers l'intelligence artificielle. Et alors finalement, on se demande si quelque part, on ne va pas être bientôt un être humain artificiel. Ne serait-ce que parce que peut-être que la race humaine va être sauvée quand on va pouvoir coloniser Mars et envoyer une population d'aventuriers sur Mars pour se reproduire. Mais là, on va faire un mutant. Et ça, c'est pas complètement... c'est pas complètement aberrant comme pensée, puisque ce sont des pensées qui sont faites par les ingénieurs, qui sont faites par les politiques sur un avenir qui serait un peu désastreux pour la Terre. Alors ceci nous amène à parler dans l'espace, alors qu'on venait de la mer, et ce qu'il faut savoir d'emblée pour tout le monde, y compris pour ceux qui connaissent très très bien la vision. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne voient pas à l'heure actuelle dans la salle, qui ne peuvent pas voir. On dit que l'œil est destiné finalement simplement à une chose, est destiné à alerter quand il y a un danger, est destiné à regarder d'où vient ce danger, à analyser ce danger, à le voir, pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Pour comprendre, donc pour agir, pour admirer, pour contempler ou pour rêver. Et alors d'emblée, rassurons ceux qui, dans la salle, ne voient pas, ce n'est pas parce que l'œil n'est pas fonctionnel que ce qui est dit là est dit pour la fonction visuelle. L'œil est le début d'une fonction qui sert à faire quelque chose. Et cette fonction ne se passe pas, et on va le démonter, ne se passe pas au niveau du capteur œil, ça se passe au niveau cérébral. Et pour ceux qui ont une mauvaise vision d'emblée pour sécuriser, j'ai pas Dieu, je ne vois plus, donc je ne suis pas intelligent. C'est ce qu'on croyait au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'on met les aveugles un peu à part de la société. Et en fait, maintenant, on sait très bien qu'on peut envoyer des informations visuelles, des informations d'impact visuel, de lumière, par l'intermédiaire de puces bioniques qu'on peut insérer au niveau des canaux cutanés pour aller au niveau du cerveau. C'est ce que nous ont demandé les ingénieurs lorsqu'on était en train de faire le programme Hermès, parce que les canaux visuels étaient saturés complètement. Et ce n'était pas aberrant. Alors, j'ai basé mon entretien, mon échange avec vous, sur le fait de l'adaptation. Et l'adaptation pour celui qui va bien, qui est très riche au niveau sensoriel, et l'adaptation finalement pour celui qui a un défaut de ce sensoriel extérieur. Comment peut-on l'aider à voir alors qu'il n'a plus Dieu? Alors que les ingénieurs nous ont dit, vous pouvez donner des stimulations visuelles en dehors de l'œil. Et ça, prouvez-le à travailler là-dessus. Bien. Alors sur l'œil, pour ceux, vous êtes tous des spécialistes, je suis embêté de vous remettre ces photos, mais ces photos, moi, on a tous appris, en tout cas moi, j'ai appris en ophtalmologie que l'œil c'était parfait. Et que finalement, l'œil pouvait être malade, mais c'était l'œil qui donnait l'acuité visuelle, qui donnait le champ visuel. L'œil et le cerveau, ça, quand j'ai commencé l'ophtalmo, on ne savait pas. Et il n'y a pas très longtemps que l'on sait. Et l'œil, le cerveau et l'intelligence, encore moins.
Et l'aberration de dire, quand on était en anatomie, regardez votre œil, ça ne vaut rien du tout, c'est un centième du cerveau qui est à côté de celui-ci. Or, l'œil est un organe cérébral. Et alors là, on était un peu paumé. Une autre chose, alors, ceux qui ne voient pas ont par contre cette difficulté qui est difficilement remplaçable. À l'intérieur de l'œil, au niveau de la rétine, il y a des cellules, c'est la mélanopsine, qui participent à la chronobiologie, à l'équilibre, sommeil, réveil, etc. Quand la lumière diminue, on a des signaux qui sont transmis par la rétine au niveau cérébral et au niveau des centres de la chronobiologie pour qu'il y ait une stimulation qui va libérer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et ça arrive à peu près, alors c'est suivant, alors là encore c'est suivant le lieu où on est, mais ça arrive en gros en métropole vers 6-7 heures du soir. Eh bien, la mélatonine commence à générer une sensation de sommeil qui, théoriquement, va nous endormir sur les coups de 10-11 heures. Théoriquement, c'est l'idéal. Et puis, le cortisol, qui est l'hormone du jour, nous tient réveillés à partir de 5 heures du matin, on commence à bouger un tout petit peu. Donc, l'œil, ça sert non seulement à prendre une information pour faire une action donnée, et pas n'importe quoi, et ça sert également comme un marqueur externe de notre équilibre sommeil-réveil. Alors maintenant, ce schéma-là, simplement pour dire que ce qui est intéressant dans un œil, c'est un orifice pour nous. C'est un orifice du spectre électromagnétique qui va venir du soleil ou de la lumière artificielle. Vous connaissez tout ça. Mais on l'aurait dit pour démonter après la prise en charge au niveau de ceux qui sont plus en difficulté, qui se réfléchissent sur les objets qui sont autour, qui se réfléchissent sur l'objet qui est autour, qui pénètrent dans l'œil, et finalement, on a un véritable orifice, mais il pénètre dans l'œil par la cornée, par les milieux transparents, et il arrive au niveau de la rétine. Et là, on a l'impression qu'on peut redonner là quelque chose d'extraordinaire, et là, il ne se passe pas grand-chose finalement au niveau de l'identification ni de la reconnaissance quand on a des problèmes comme ça. Et ce qui commence à être intéressant, alors ne me tapez pas, hein, s'il vous plaît, les confrères, là, ne me tapez pas. Hein. Il est sûr que pour que le spectre électromagnétique rentre, impacte la rétine puis le nerf optique, on a besoin de la cornée. Si on a une maladie de la cornée, c'est pas bon. Bien. On a besoin des milieux transparents qui soient transparents. On a besoin d'un cristallin qui ne soit pas cataracté. On est d'accord. On est d'accord. Mais ce n'est pas ça la vision. Ça, c'est le transfert du spectre électromagnétique. Et on a besoin d'une rétine qui fonctionne. Ou qui fonctionne surtout au niveau des cellules ganglionnaires. Mais il est fou ce type, il dit n'importe quoi. Parce qu'il existe des photorécepteurs qui prennent la lumière, c'est l'impact de la lumière, c'est l'impact des fréquences électromagnétiques, mais c'est l'impact du jour, c'est l'impact de la nuit. Et toute l'analyse, elle est faite en profondeur. Et d'ailleurs, les implants rétiniens qu'on met maintenant, lorsqu'on a un problème de malvoyance, un problème de rétine ou un problème de nerf optique, on les met pratiquement en regard immédiatement avec les cellules ganglionnaires. Et donc, pour ce qui nous intéresse là, on est d'accord, ce n'est pas un cours sur la chirurgie réfractive, ce n'est pas un cours sur la cataracte, c'est l'adaptation et la manière dont on prend une information pour une activité donnée. Et la manière dont on va le donner à des gens, soit qui sont des sportifs de très haut niveau, ou des spationautes, ou soit qui sont des personnes un peu malvoyantes. On est d'accord, hein? Et ça, c'est devenu ma spécialité. Bon, voilà. Alors, donc, on part à partir de cette rétine. Ce qu'il faut savoir pour nous tous, par contre, au niveau de l'approche médicale, ou de l'approche fonctionnelle de la vision, et tout le monde, on sait ça. Par contre, on ne l'utilise pas assez. C'est qu'à partir du moment où le spectre électromagnétique se répercute sur l'environnement, rentre dans cet orifice œil, impacte la rétine, il y a un triage. Il y a un triage en fonction des fréquences spatiales qui sont diffusées par le spectre électromagnétique et qui rentrent à l'intérieur de l'œil.
Il y a un triage des hautes fréquences spatiales, c'est tous les petits points, c'est tout ce qui est étroit, vous savez tout ça. Il y a un triage au niveau des moyennes fréquences spatiales, c'est autour de la macula, autour du centre, et vous voyez la photo, comment elle se déroule. Et puis, il y a les basses fréquences spatiales, c'est-à-dire la vision de tout ce qui est autour, qui impacte des canaux d'analyse. Enfin, c'est des champs récepteurs de luminance, on ne va pas aller dans le détail, qui fonctionnent en contraste entre le centre et la périphérie. On peut faire un cours comme ça, mais ce n'était pas mon propos. Et alors, d'emblée, pour nous tous, là, nous, les professionnels de la vision, en particulier les ophtalmos, lorsqu'on a une atteinte centrale, un Stargardt chez les jeunes ou une DMLA débutante, etc., on n'est pas aveugle. On a une atteinte centrale et on a une capacité de vision qui est extraordinaire quand tout ça est normal. Bien entendu, si on a un Cougnac rétinien, décollement de rétine et tout, c'est plus compliqué. Mais cette atteinte centrale, c'est l'acuité visuelle. Ici, c'est le 9/10e de la capacité visuelle, hein, pour une rétine. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et vous savez, ce sont les tests de sensibilité au contraste qui nous permettent d'analyser le captage des basses fréquences, le captage des moyennes et le captage des hautes fréquences au niveau spécialisation. Hein, et qui nous permettent, à l'inverse, de voir au niveau du mouvement, puisque le mouvement est beaucoup plus sensible en périphérie. Et en fait, on se sauve dans la rue. Quand on voit un véhicule foncer sur nous, ce n'est pas la vision centrale, c'est la vision périphérique. Vous savez tout ça. Mais c'est après pour l'utiliser. Moi, j'ai besoin aussi systématiquement de penser à ça pour, dans la vie pratique, pouvoir répondre à la demande ou à l'inquiétude d'un patient. Ça, c'est fondamental. Autre chose, ça va nous servir là, dans le dernier point, adaptation au milieu environnant de quelqu'un qui a plus d'yeux pratiquement, ou qui a une déficience majeure. La deuxième chose, c'est que quand on examine, quand on voit ces canaux d'analyse des fréquences spatio-temporelles par les champs récepteurs de luminance, eh bien en fait, on peut faire un test qui est le test de sensibilité au contraste de luminance qu'on connaît tous, mais qui dessine finalement une enveloppe de la vision dans laquelle on voit. Et on ne voit que par contraste. Vous savez tout ça aussi. Et plus on est en déficit visuel, plus on a besoin de contraste. Ça, c'est un élément aussi majeur à prendre en compte. Et on s'aperçoit que l'acuité visuelle, c'est une course sans détailler, c'est notre enveloppe de vision à l'intérieur de laquelle on voit. Et là, c'est la détermination de l'acuité visuelle simplement. Et je me rappelle de quelqu'un qui était un artiste qui descendait les Champs-Élysées en moto à 6 heures, les yeux bandés, en disant « mais moi je vois bien, j'ai aucun problème ». Et en fait, il avait une sensibilité particulière au niveau des... Même s'il avait les yeux bandés, paradoxalement, il y avait les fréquences spatio-temporelles passées par impact, par l'intermédiaire par les os finalement, par les os de l'orbite. Enfin, voilà, et il arrivait à voir globalement les basses fréquences, il entendait où étaient les voitures en gros, peut-être qu'il répétait avant, mais il était aveugle. Et donc, voilà, il arrivait à descendre en moto, c'était fou. Et ce type, ce monsieur, cet ami, je dis ce type, en fait, c'était au moment où le sida arrivait, il avait le sida, enfin, mais comment vous arrivez à faire ça, c'est pas possible. Et il disait, moi je suis fatigué, dès que je descends les Champs-Élysées, je dors pendant 24 heures. Ouais. C'était dangereux, mais c'était pas ça, c'était qu'il voyait, et il voulait mettre toute son énergie à prouver qu'il était autonome dans la vie, malgré sa vision déficitaire. J'ai le sida, je vais mourir dans un mois, et je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose. Ça, après, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ça, c'est l'élément au niveau extérieur. On va... Maintenant, une fois qu'on est passé au niveau de la rétine, qui a eu la stimulation par les photons au niveau des cellules photoréceptrices, qui a eu cette différence de potentiel qui a entraîné des signaux électriques et qui vont passer au niveau cérébral, il ne s'est rien passé. Je n'ai simplement que la filtration que je peux faire au niveau de la rétine et le champ visuel. Il n'y a rien dans le champ visuel. Oui, il y a des moments où on ne voit pas dans le champ visuel. Mais on ne voit pas quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça l'apport, en fait. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, une fois que tout cet impact électromagnétique, électrique est arrivé au niveau rétinien, donc quelque part, peu de choses. Et tout se passe maintenant, et ça vous le savez. Mais on le prend en compte quand on est très pauvre au niveau sensoriel. Et en fait, alors vous le savez, enfin pour moi en tout cas, au début, ça a été une révolution. On apprend que toutes les informations, on va aller au niveau occipital, hein, les aires visuelles occipitales, mais toutes ces informations vont repartir tout de suite.
comme un feu d'artifice dans toutes les parties du cerveau. Ça va repartir partout. Et il y a des zones spécifiques pour le... Alors après, on ne va pas détailler, c'est simplement d'expliquer globalement. Des zones spécifiques pour le détail, la couleur, etc., la forme, les textures, l'orientation d'un stimulus que je vois, etc. D'autres zones spécifiques dans le mouvement, la déambulation, et donc, bon, on est content. Et alors, une chose qui est intéressante, c'est que toutes ces zones sont faites par une circulation neuronale qui arrive dans des points précis. Et là, c'est l'impact qu'on a, je mélange un tout petit peu tout, mais c'est comme ça aussi que, voilà, nous on progresse. Hein. C'est l'impact que l'on a lorsqu'on met des implants rétiniens. On n'a pas réussi actuellement, et on ne peut pas, à avoir une vision correcte, une dénomination, par exemple, des lettres, d'une manière efficace. On voit simplement des ondes, on dit qu'on revoit, bien sûr, mais pas très très bien. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de connexion avec les millions de neurones qui vont déposer une information précise dans un endroit précis du cerveau. Et alors, là, maintenant, en réflexion pour nous tous, qui nous dit que dans très peu de temps, il ne sera pas possible, avec des stimulations particulières sur des réseaux neuronaux spécifiques, d'envoyer des informations données d'une manière extérieure, par des implants, par on ne sait pas quoi, d'augmenter notre vision au niveau cérébral, comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'envoyer une impulsion énergétique un peu, voilà, soit malsaine, soit bienheureuse au niveau du cerveau. Et ça fait réfléchir finalement. Mais grâce à Dieu, il y a tellement de neurones, il y a tellement de connexions qu'on pense que ça n'arrivera pas. On espère. Autre chose pour nous tous. Quand on a ces informations qui partent dans chaque partie du cerveau par des neurones différents, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance d'identification. Il y a un phénomène avec lequel on avait travaillé, avec Michel Imbert, tu te rappelles, on avait travaillé tout ça. Ah oui, mais ça je reviendrai après. Je reviendrai après là-dessus. J'ai été trop vite. Il y a quelque chose qu'on appelle la co-occurrence. C'est-à-dire que tout le sensoriel au niveau cérébral amène ces informations telles que le font les informations visuelles. Et tout ça, à un moment donné, se mélange. On fait un espèce de magma et on ne peut avoir une réactivité que si les zones du cerveau de la reconnaissance prennent en compte l'information visuelle, auditive, proprioceptive, tactile, etc. Et ça, c'est étonnant. Et quand on dit, on a communiqué comme ça au niveau scientifique, quand on dit qu'on ne voit correctement que si on entend bien, ça a eu du mal à passer au début. Et puis, voilà, on a trouvé que c'était tout à fait correct et tout à fait pertinent. Et donc, l'adaptation à l'environnement passe par un état multisensoriel d'information, d'écoute, d'utilisation. Alors là, on va passer très vite, finalement, sinon ça... Ouais. Alors, ce que voulait dire cette photo... j'ai du mal à m'habituer tout de suite à deux photos en même temps. Alors, autre chose sur l'éducation des enfants. On était là tout à l'heure avec au niveau des centres qui prennent en compte des enfants déficients ou des enfants qui ont des gros problèmes sensoriels. Autre chose, l'information arrive, et elle est reconnue, et elle va être directement mise dans une cave de mémoire au niveau cérébral. Ça, on sait tous ça. Mais nous avons la responsabilité, parents, médecins, chez les enfants, de développer cette cave mémoire au maximum, dès la conception. Et ça, tu parleras ça tout à l'heure, je pense. Directement, pour que la cave mémoire soit remplie. Parce que le cerveau est tellement feignant que toute information qu'il a, par exemple, je me souviendrai de vous maintenant à cause des druides, de l'échange que j'ai eu. J'exagère, mais c'est l'image que fera le cerveau. Donc, voilà, c'est un exemple, il n'est pas bon, mais voilà. Et donc, quand on perd une partie de ses capacités visuelles ou sensorielles, et quand le cerveau va demander s'il y a encore une certaine possibilité de captage de lumière, par exemple, sur les yeux,
Le cerveau va reconnaître une forme un peu globale, il aura tout mis sous forme de schéma comme ça, et il suffira qu'il intègre une partie, par exemple, cette pointe-là, pour dire, bah oui, finalement, c'est un monsieur qui fait du vélo avec un chapeau. Enfin voilà, François est beaucoup plus calé que moi comme ça, pour ça. Et la dernière chose au niveau sensoriel, la dernière chose dont on est responsable, nous, finalement, les spécialistes, les professions de la vue, les professions de la lumière, c'est le fait qu'au bout du bout, à partir de toutes que ces informations arrivent au niveau cérébral, on a le cœur nucléaire, pas tout à fait, l'avant-cœur nucléaire de l'être humain. Le dernier cœur nucléaire de l'être humain, François pourra en parler, et là on part au niveau spirituel, philosophique, et on en a jusqu'à après demain. Et la pensée, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va aider, va amener chez un être, chez tout être saint d'esprit, à une pensée. Et alors tout ça, finalement, pour rejoindre la conférence précédente, c'est que là, on parle également de choses beaucoup plus globales. Et nous qui étant limités à l'organe œil et fiers de traiter un organe œil, parce que s'il n'y a plus d'œil, il n'y a plus de vue, s'il n'y a plus de vue, on est malheureux, et c'est fini, etc. Et là, ça nous fait réfléchir pour aller un tout petit peu plus loin. Et et en fait, là où je veux en venir, pas aller. Voilà. On va en venir à ça. Et donc, quand on veut s'adapter, quand il y a les maladies, tout ça c'était pour condenser un tout petit peu plus. Quand il y a une maladie de l'œil, elle est soit au niveau du capteur, bien, ça ne passe plus. Elle peut être au niveau des voies optiques, il y a un problème déterminé. Elle peut être au niveau cérébral avec toutes les maladies neurologiques ou les maladies neurodégénératives. Bon, il faut en faire l'identification. Une fois finalement qu'il y a cette identification sur la localisation de diagnostic de la déficience, on est capable, à l'heure actuelle, vous le savez tous, par des moyens d'abord d'analyse fonctionnelle d'un œil encore un tout petit peu fonctionnel, de déterminer ce qui reste d'acuité, de déterminer la sensibilité au contraste de luminance, d'avoir des tests très très particuliers. Et vous le savez, vous l'avez très bien développé. On a visité des centres de réadaptation aujourd'hui, hier, avant-hier, et à La Réunion, elles sont supérieures pratiquement à ce qu'on a en métropole. Il s'avère, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, non, que tous les spécialistes qu'on a vus, toutes les rééducatrices, toutes les professions, de l'ophtalmo à l'opticien, etc., sont de très bonne qualité avec des résultats. Et nous, on n'arrive pas à avoir ça. Et alors, on s'est interrogé, pourquoi on n'arrive pas à avoir la même qualité d'analyse, d'écoute de la part des patients avec les équipes médicales? On retombe chez vous. On retombe chez vous au niveau culturel un tout petit peu, avec une approche qui est une approche vraiment, enfin, qui est différente. Voilà. On ne va pas appeler. Et ça, ça nous a marqué avec François. On arrive à un état où il y a une maladie. On arrive avec quelqu'un finalement qui a une déficience, puisqu'on va prendre quelqu'un qui a une baisse d'acuité visuelle très forte à 1/20 de chaque côté, un malvoyant. On arrive à quelqu'un même qui est aveugle total. On est dans un état de déficience. Au niveau médical pour nous, il y a des modifications structurales des tissus, qui soient au niveau oculaire ou neurocérébraux. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas. On ne peut pas faire de miracle. Là, le problème, à partir de ce moment-là, le problème pour un spationaute qui part au niveau de Mars, c'est le même. Le problème pour un pilote de chasse qui part en combat très 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 loin, il a le même problème. Il va passer d'un état normal, habituel, depuis l'enfance, à un nouvel état structurel. Alors quand je dis que le pilote de chasse et le spationaute c'est le même, a priori, on va essayer de prendre des personnes qui sont à peu près intactes de partout, à peu près. C'est difficile d'avoir la normalité parfaite. Celui qui a une atteinte visuelle sensorielle, il a plus d'yeux. Donc il va passer dans un autre état structurel.
Cet autre état, à partir du moment où il a une information différente, puisqu'il y a un capteur qui n'est plus efficace, va avoir le centre de la pensée, donc l'apport des informations différentes au niveau de la case mémoire. La pensée va être différente en fonction de l'analyse qu'il va faire des informations qui va être donnée. Il va voir le monde autrement. Ça va changer sa personnalité, ça va changer sa pensée, ça va changer sa manière de faire et sa manière de voir. Et il voit le monde. Et la vision, en fait, c'est un petit peu tout ça. Alors, pourquoi on parle un petit peu comme ça? Pourquoi on dit ces éléments-là? Et là, je ne vous montre pas les tests, on n'est pas là pour ça non plus. C'est parce que quand on prend en compte des patients qui ont, par exemple, qui sont malvoyants, très grands malvoyants, eux, ils disent, moi, je ne veux pas voir, je veux me déplacer, je veux mettre une belle nappe pour faire un bon repas demain. Je suis paumé dans une grande pièce, etc. J'ai une perte d'audition. Bon. Donc, il faut essayer de faire cette réhabilitation. Alors, on va aller très vite. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Méthodologie d'analyse de la voie visuelle, de la fonction visuelle, et qui est une fonction pour le faire, ça fait un tas. Ça fait des répétitions. Et en fait, ce qu'on veut donner, c'est un objectif d'adaptabilité. On a adapté un pilote de chasse à son environnement dangereux. On a adapté un spationaute à son environnement hyper dangereux et mortel à chaque sortie. On a regardé comment on pouvait adapter quelqu'un qui a un problème rétinien. On lui a mis un implant rétinien, ça ne donne pas grand-chose. On a su avoir des tests qui permettent de voir ce qu'il y avait dans le porte-monnaie sensoriel encore, et on va essayer d'utiliser ce porte-monnaie sensoriel. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a des spécialistes dans les spécialités pour augmenter ou pour utiliser cette performance visuelle encore résiduelle pour avoir une activité de contact. Et ce qu'on veut développer quand on fait ça, c'est d'abord l'autonomie d'une personne pour qu'elle soit autonome dans sa prise d'information, que ce soit la lecture, que ce soit l'écoute, que ce soit le déplacement, et surtout qu'elle ait une bonne qualité de vie. Et ça va reposer pour nous par une prise en charge qui est multisensorielle, et ça vaut pour nous tous. Quand on a une cataracte, on est opéré de cataracte, on met un implant multifocal, et la personne se dit mais je ne vois pas très bien, j'arrive pas à m'adapter. Il faut regarder les autres, il faut regarder les autres sens, il faut regarder si cette personne entend bien, parce que souvent c'est un petit peu âgé, si elle n'a pas de problème rhumatismaux qui la gêne, et je vous assure, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de conseil, mais je veux dire, ça peut être une pour l'adaptation de la personne. Parce qu'il suffit qu'elle entende mal, qu'elle soit un peu déphasée avec un implant multifocal par exemple, elle va être complètement paumée. Et donc voilà, c'était une explication des choses qu'on peut lui faire aussi. Et donc en fait, on a cette prise en charge qui est multisensorielle, elle est multidisciplinaire. Bon. On est ophtalmo, on fait un diagnostic. On est médecin, on fait le diagnostic. On est médecin, on explique. On est plus formé, on est médecin. On va expliquer, c'est notre rôle. On va expliquer le fonctionnement, on va expliquer ce qu'on va faire. On va dire à cette personne d'adaptabilité à la vie, vous avez changé votre vie, c'est votre parcours de vie, il est comme ça. Maintenant, moi, médecin ophtalmo, moi, médecin chirurgien, j'ai arrêté votre maladie, je vous ai donné la chance de l'arrêt de votre maladie. Et maintenant, je vous dis, je vais vous donner la chance, puisque vous avez encore une toute petite vision, vous donnez la chance de vous remettre dans la société et de faire des choses. Pas peut-être toutes les choses, mais de faire certaines choses. Et on va partir comme ça, et nous, notre rôle s'arrête là. Après, on va travailler avec les opticiens au niveau de l'optique ou de l'optométrie. Après, on va travailler avec les orthoptistes. Pour tout ce qui est, on va essayer de refixer les zones par le captage oculomoteur. On va essayer de fixer les zones encore intactes pour aller chercher l'information. Après, on va travailler avec la psychologue pour savoir s'il y a une possibilité d'adaptation. Avec tous les autres rééducateurs ergothérapeutes, que ce soit les instructeurs de locomotion, les ADGistes, etc., etc. Et puis, il faut qu'on arrive, parce que c'est un peu notre rôle,
à donner à la personne qui est en état de détresse, lui redonner le sens de la vie. Chez l'enfant, quand l'enfant est déficitaire, on lui donne la possibilité de continuer sa vie quand on réadapte. Un enfant a un instinct de survie extraordinaire. Il va vivre. Quoi qu'il arrive, il va vivre. Donc on l'aide à vivre mieux. Ces personnes un peu plus âgées, il faut leur redonner la vie. Enfin, leur redonner la vie, mais leur redonner le goût de la vie. On n'est pas vieux. Et donc leur redonner aussi, non seulement le goût de la vie, mais en lui donnant un sens à sa vie. Donc il faut qu'il y ait un projet. Voilà, je suis bavard là-dessus. Alors, bon, on va arrêter. Et en définitive, là j'ai pris ce qu'avait dit Matisse, voir est une opération créatrice qui exige un effort. En fait, quand les artistes, les peintres comme Monet, Renoir, etc., alors certains peignaient parce qu'ils avaient vu un paysage, mais d'autres peignaient en pensant les images. Et donc c'était une opération effectivement créatrice. Nous, en passant sur l'animal qui voyait plus brutalement, qui a vu, puis qui a perdu la vue, on pourrait dire que notre rôle, à chacun d'entre nous, que la prise en charge de déficients visuels, c'est une lumière invisible que l'on donne, qui apporte une ouverture créatrice à la réflexion, la pensée et même au sens de la vie.